déjà venu souvent à Bruxelles, mais à la radio, comme ça, c'est peut-être la première fois, oui. Ok, très bien. Alors, bon, on va vous présenter évidemment, même si beaucoup vous connaissent à travers les médias, à travers vos écrits, notamment Socrate à Saint-Tropez, abécédaire de la bêtise ambiante, Misère du désir, Chute, éloge de la disgrâce, tout cela aux éditions Blanches que l'on peut encore retrouver dans toutes les bonnes librairies. Vous êtes aussi réalisateur de quelques courts-métrages. Bon, ça, on vous connaît pas tellement encore sous ce volet-là. On vous connaît surtout comme étant un essayiste et un pamphlétaire. J'ai fait aussi un long métrage Oui. qui s'appelle Confession d'un dragueur, où j'avais donné le premier rôle à Saïd Tagmaoui, que certains connaissent ici, Oui. qui aujourd'hui fait une grosse carrière à Hollywood et qui est franco-marocain, et où j'avais fait jouer aussi Thomas Dutronc. C'est la première fois qu'on le voyait en acteur, qui depuis est devenu un chanteur à succès et qui était le fils de Jacques Dutronc. Donc j'ai fait du cinéma. Très bien. Et vous êtes évidemment, vous vous présentez vous-même comme un intellectuel français dissident. Oui, bien sûr, par référence ironique à ce qui se passait en URSS à une certaine époque où des intellectuels étaient persécutés par le régime. Voilà, donc il y a une dimension humoristique, mais en même temps c'est assez réel quand on comprend la situation française actuelle. Mm-hmm. Des comiques dissidents comme Dieudonné, il y a des intellectuels dissidents comme moi. Justement, vous étiez passé au Front National de Jean-Marie Le Pen il y a quelques temps de cela. Maintenant, c'était en 2009 avec Dieudonné, justement, vous êtes parti au parti antisioniste. Vous êtes présenté d'ailleurs aux... On a participé à la liste antisioniste, aux côtés du parti antisioniste. Voilà, donc vous avez changé, vous n'êtes plus au FN, me semble-t-il. J'ai été d'abord, il faut le rappeler, j'ai un parcours assez complexe, mais j'ai été aussi 7 ans au Parti communiste, dans les années 90, et j'ai été le conseiller de Le Pen et sa plume, celui qui écrivait ses discours, pour la présidentielle de 2007. Au moment où j'ai essayé d'insuffler une ligne de rapprochement avec les Français, on va dire, d'origine immigrée, sur une ligne de réconciliation nationale. Et n'ayant pas totalement réussi ce travail à l'intérieur du Front National, j'en suis parti et j'ai monté une association dont je suis le président aujourd'hui qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Voilà. Dont le slogan est pour une réconciliation nationale. Voilà. Très bien, maintenant c'est sous cela qu'on vous connaît. Mais justement, vous ne le savez peut-être pas, mais la radio Almanar, ses auditeurs sont pour la plupart des auditeurs donc issus de l'immigration. On peut dire que c'est une radio communautaire. Radio communautaire, évidemment, en France, c'est plus les Algériens peut-être. Ici, en Belgique, à Bruxelles, les Marocains sont un peu plus nombreux. Mais bon, j'imagine, vous savez, les destins sont liés entre les Marocains et les Algériens. Il y a beaucoup de similitudes. Et même si vous allez vous exprimer sans doute dans un contexte français, les personnes... Ce qui compte, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une propagande qu'on appelle néoconservatrice et qui s'appelle le choc des civilisations, qui nous présente l'ensemble de ces gens qui ne sont pas forcément si proches que ça, enfin si proches qu'on le dit, mais les présente comme une espèce d'ensemble qui s'appellerait les Arabes et surtout les musulmans aujourd'hui et même les islamistes. Et moi, en fait, je fonctionne un peu on est obligé de fonctionner sur les catégories dominantes et qui sont les catégories un peu de l'ennemi aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire on nous présente aujourd'hui une espèce de vague islamiste et colonisatrice de l'Europe, et nous c'est notamment à Égalité et Réconciliation, et mon travail à moi c'est de dénoncer un peu ce mensonge, de le décrypter et d'essayer de montrer la réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus pacifique qu'il y aurait derrière. Voilà. Alors on va essayer de comprendre tout ça et on va essayer de se réconcilier. Alors, je prends ici le livre abécédaire de la bêtise ambiante. Premier point, Algérie. Alors, ce que vous en dites, c'est que c'est un pays corrompu, où règne l'intégrisme et le diktat de l'armée. Et vous ne souhaitez qu'une chose, c'est finalement que la France y retourne. Non, d'abord, si vous lisez la phrase, vous verrez que c'est une phrase ironique et une phrase pamphlétaire, et qui dit en gros, plus je vois ce qui se passe là-bas, plus je me dis que leur seul espoir c'est qu'on y retourne. C'est comme quand j'ai dit, quand je vois ce que la République française a fait de la Révolution française, pour finir par Bernard Tapie et Sarkozy, c'était peut-être pas la peine qu'on coupe la tête du roi. Vous voyez, je suis un auteur subtil, mais je suis un auteur comique et je fais de l'esprit. Donc, et sur un même temps ironique, Monsieur Soral, est-ce qu'on peut dire, est-ce que la France est déjà partie de l'Algérie? Est-ce qu'elle est jamais partie de l'Algérie? Il y a une certaine France, monsieur, qui n'y est jamais allé. Il faut déjà
à le savoir, 99% de la population française n'a jamais mis les pieds en Algérie, n'a pas participé à l'épopée coloniale, et on lui avait pas demandé son avis. Ça a été fait, comme toujours, par des élites d'argent, qui à l'époque, vous le savez, c'était insufflé par, on va dire, le plus gros colonisateur, dans l'esprit, c'était Jules Ferry, c'est-à-dire une certaine bourgeoisie radicale socialiste et franc-maçonne, qui en fait a prétendu importer les lumières au peuple non civilisé, et ça finalement avec des fusils, parce que déjà Robespierre avait dit que c'était un terrible danger, on n'apporte pas la liberté à coups de pied au cul, ça est un contresens, et en plus pour faire des affaires. Ah oui, en réalité, il faut le savoir, la droite française catholique a toujours été contre la colonisation, et la colonisation est une histoire de gauche qui dès le départ est un espèce de mensonge maladroit, où on prétend apporter une civilisation, alors qu'en réalité on mène une épopée un peu commerciale et un peu en rivalité avec l'impérialisme anglais, et donc il faut bien comprendre que tout ça a été très mal engagé et ne pouvait que mal finir. C'est-à-dire, malheureusement, je crois que la France est un pays profondément anti-impérialiste dans ses valeurs, et dès qu'il tente des épopées impériales, il se trahit et surtout il s'affaiblit. Voilà. Mais que l'épopée ait été menée par, on va dire, des gens de gauche ou de droite, on va dire, le fruit a été partagé entre tous les Français, on va dire. Non, les Français, on leur a jamais demandé leur avis, les trois quarts des Français. Bah oui, mais on a distribué les richesses qu'on a pris en Algérie, on les a distribuées. La France a fait un bond en avant de quelques années suite à ça. Les analyses de Jacques Marseille démontrent aujourd'hui qu'en réalité, l'épopée coloniale a affaibli la France, et la preuve en est que l'Allemagne de Bismarck, qui n'a pas voulu jouer le jeu de la colonisation et qui a laissé la France aller dans la colonisation, ce qui a valu la domination économique de l'Allemagne à partir de 1850, c'est justement que l'Allemagne s'est tournée vers l'Europe et vers le marché intérieur européen, en montant terriblement son niveau de qualité de production et son niveau technique, et qu'en fait la France s'est fourvoyée dans la colonisation, et que ça ne lui a finalement pas apporté grand-chose. Et d'ailleurs, si on comprend bien la décolonisation est un mensonge qui suit au mensonge de la colonisation, qui en fait gardait les avantages économiques de la colonisation pour la haute bourgeoisie française et le grand capital français, c'est-à-dire Total, Elf, etc., et pour se débarrasser du coût de la colonisation, qui étaient les infrastructures routières, les écoles, les hôpitaux. En réalité, la colonisation a toujours profité aux mêmes. Elle n'a jamais profité au peuple de France, et je crois que ceux qui ont profité de la colonisation sont les mêmes qui ont profité de la décolonisation. Et vu comme ça, rien en réalité n'a changé au niveau des histoires d'argent. Et ces histoires d'argent n'ont rien à voir avec le peuple de France, ni même avec le peuple du Maghreb. Tout ça s'est passé au-dessus de nos têtes, comme l'immigration, comme le regroupement familial. Justement, on va parler de l'immigration justement par rapport à ce point banlieue qui est toujours dans votre livre. Alors, je ne sais pas si vous faites de l'esprit encore, mais vous dites que la maghrébinisation a fait baisser le niveau de civisme et de civilité de la population française. Oui, bien sûr, oui. Quand on a remplacé des banlieues rouges qui étaient entièrement tenues par les ouvriers communistes avec un très haut niveau de solidarité sociale et de civisme, et qu'on y a importé des gens issus de notre ancien empire colonial, avec animés forcément par un malaise lié à cette histoire qui est une histoire violente, on a forcément à un moment donné importé, comment dirais-je, de la crise ethnique en banlieue, et c'était une volonté pour cacher en réalité la crise sociale, car il faut bien comprendre que le système capitaliste qui crée de l'injustice sociale importe toujours, comment dirais-je, de l'ethnicisation pour casser la solidarité sociale par les rivalités religieuses et ethniques. Et d'ailleurs, ce que vous me dites depuis le début de notre conversation le démontre. Au lieu que les gens de banlieue soient solidaires, car ils sont les mêmes victimes d'une bourgeoisie opprimante, et ben finalement, on met en rivalité, en concurrence violente, des blancs de souche avec des immigrés issus de l'ancien empire colonial, et au lieu qu'il y ait de la fraternité sociale, il y a des tensions ethnico-religieuses, et c'est ces clivages que nous essayons d'analyser et de dépasser, et c'est, quand on lit mes livres de A à Z et intelligemment, exactement la démonstration que je fais. Voilà. Donc effectivement, le constat il est valable, mais après c'est comment on sort de ce piège. Je pense que la violence des banlieues a été une volonté politique pour casser la solidarité sociale de l'ancien peuple ouvrier. Et il faut avoir le courage de faire cette analyse pour sortir du piège. Oui, mais j'aimerais bien poser une question. Si c'était à refaire, Monsieur Soral, comment, et si vous aviez le pouvoir, comment vous auriez procédé? Je n'aurais déjà pas fait le regroupement familial qui a été
qui n'avait aucun sens économique, puisque ça s'est fait à partir de 1974, alors que le choc pétrolier était déjà là et qu'on était dans une période de chômage. Ils voulaient quand même retrouver leurs enfants, les hommes qui sont venus travailler en France, ils voulaient retrouver leurs femmes et leurs enfants. Eh ben, c'est pas de leur volonté, on leur a imposé. Ils voulaient retrouver leurs femmes et les enfants, ils pouvaient le retrouver au pays d'origine. Le regroupement familial n'a pas été un plébiscite des travailleurs immigrés qu'on serait allé sonder, dans les Sonacotra, vous voyez. Ça a été une volonté patronale de la France. On a des déclarations de Bouygues à ce sujet. On voulait en fait que ces gens qui renvoyaient leur argent au pays, finalement le dépensent en France en consommation avec leurs femmes et leurs enfants. Et je pense que tout ça est comme toujours des stratégies politiques et économiques. Oui, mais vous ne trouvez pas, Monsieur Soral, que des petites gens, oui. Mais c'était une manipulation qui effectivement a déclenché toute une série d'effets secondaires que nous vivons aujourd'hui, qui sont les tensions des banlieues, certaines haines, des manipulations du passé colonial ou de la décolonisation, et qui fait que la réconciliation du peuple de France dans sa diversité, comme sans doute peut-être en Belgique, est très difficile, et ces tensions du peuple dans sa diversité bénéficient au pouvoir et au pouvoir de l'argent, voilà. Très bien, mais je pensais en fait par rapport à ce regroupement familial, on disait toujours que les Algériens et les Marocains aussi sont venus évidemment de force ou contre peut-être leur volonté, mais qu'en tout cas ils y ont trouvé l'argent, ils y ont trouvé le nouvel Eldorado en France et que finalement ils voulaient rester en France. Mais il y a aussi un élément qui est l'élément temps, c'est que pour un siècle et quelques années, ça aurait été difficile de maintenir des relations comme ça entre deux bords de la Méditerranée. Ces relations entre les deux bords de la Méditerranée ont toujours existé pour la France, qui est un pays... Non, je veux dire pour une famille, ça veut dire le père d'un côté, la famille de l'autre côté, j'imagine mal... Dans la logique d'après-guerre et dans la logique gaulienne, ces travailleurs venaient, d'ailleurs, c'était des accords qui étaient passés d'État français à État du Maghreb, sans demander l'avis à ces populations, qui parfois même étaient plus ou moins raptées dans les villages. Donc ce n'est pas une immigration volontaire, et ce n'était pas une immigration de peuplement. En réalité, jusqu'à cette génération d'aujourd'hui, les Maghrébins qui venaient travailler en France voulaient être enterrés dans leur pays d'origine. Donc en fait, eux-mêmes, de toute façon, n'étaient pas des Français. Ils étaient des travailleurs déplacés pour lutter contre une certaine misère, et aussi parce que des accords avaient été passés entre les États du Maghreb indépendants, ou soi-disant indépendants, et l'État français, qui étaient dans l'intérêt des puissances de ces deux pays, de leur bourgeoisie dominante, mais pas dans l'intérêt des peuples. Alors, Monsieur Soral, il y a un auditeur qui vous a écouté et qui m'a l'air en colère. Oui, s'il veut. Dis-lui, monsieur, qu'on parlait de Maroc et de l'Algérie. Dis-lui, les richesses que vous avez portées de là-bas du Maroc et de l'Algérie, il faut retourner les richesses là-bas. Qu'est-ce que vous avez laissé le Maroc et l'Algérie arriérés? Dis-lui, on est venu uniquement pour prendre notre part, salopard, va. Oh non. Okay. Il vous écoute, je pense que... Restons courtois, monsieur. Car moi, je suis né en 1958, donc je n'ai pas pris part à tout ça. Et moi, le nous n'a aucun sens. Moi, je ne me sens aucun lien avec la France de Guy Mollet, de la 4e République, et de François Mitterrand. Donc c'est comme si je disais vous, d'une manière générale. Ça, c'est typiquement le discours dangereux que pratiquent justement les anti-islamiques en disant vous les musulmans, nous les chrétiens ou nous les judéo-chrétiens. Ce vous et ce nous n'existent pas. Je n'ai pas assumé ni le passif colonial de la France, car moi je n'ai jamais participé à tout ça, et je ne veux pas non plus participer aujourd'hui à la propagande anti-musulmane menée par les gouvernements européens de plus en plus. Donc, mais vous ne niez pas l'aspect civilisateur de la France. Vous ne niez pas de participer à aucune propagande, parce que tout ça crée de la violence et de la bêtise, et que je pense que c'est l'intérêt du pouvoir, et l'intervention de ce monsieur en est la preuve. Il ne comprend pas très bien de quoi je parle, il se sent agressé bêtement, et du coup, au lieu qu'il y ait de la réconciliation et de la fraternité, il y a des tensions. Or, moi, ce que je veux dire, c'est que ni lui ni moi n'avons intérêt à ces tensions pour faire plaisir à Sarkozy ou à monsieur Wilders, voilà. Et nous essayons, à égalité et réconciliation, avec des compatriotes musulmans, notamment, d'essayer de faire monter le niveau de compréhension des pièges qu'on nous tend. Voilà. Mais je tiens juste à rappeler qu'on est en direct et que les propos de ce monsieur, nous les contrôlons pas. Alors voilà. Ils sont révélateurs effectivement d'une incompréhension, d'une souffrance. Eh bien, on se retrouve juste après la publicité avec Alain Soral. Chers auditeurs, à tout de suite. Pour les musulmans et les Algériens qui sont en France, je ne sais pas, est-ce qu'ils pourraient se sentir inclus dans cette histoire ?
déjà, il y a la France d'hier, et puis il y a la France d'aujourd'hui et la France de demain. Moi, je ne crois pas aux essences. Je dis, voilà d'où vient la France. La France est un pays, effectivement, dont les bases, on va dire, philosophiques et épistémologiques sont, on va dire, helléno-chrétiennes, parce que moi, je recuse le terme, par exemple, de judéo-chrétien. C'est-à-dire que elle fonde ses origines dans la démocratie grecque et aussi dans l'histoire du christianisme et plus particulièrement du catholicisme. Hein. Pas du judaïsme. Des grands penseurs, notamment entre le 15e et le 18e siècle. Et puis après, par son épopée coloniale liée au fait qu'elle a un pied dans la Méditerranée, elle se trouve liée profondément au monde de l'Afrique saharienne, subsaharienne et au monde musulman. C'est-à-dire que la France évolue, se transforme. Nous vivons en ce moment une période d'accélération de transformation de la France, et quand ça s'accélère, c'est toujours un peu chaotique. Le problème, c'est de savoir si on veut en sortir par le haut, ou si on ne veut pas en sortir par le bas, entre guillemets. Donc, une fois qu'on a admis effectivement que la France était un pays helléno-chrétien, on admet aujourd'hui qu'il y a en France, parce que moi je parle surtout de la France, qu'il y a 6 à 7 millions de musulmans en France, et c'est comment fait-on tous ensemble pour faire une France fraternelle et pour que ce soit positif, et donc échapper, comme je l'ai dit au début, au piège du conflit de civilisation qui consiste à monter, comment dirais-je, les Français de souche contre les musulmans et vice-versa. Oui, vous parlez de démocratie, vous liez le christianisme à la démocratie, et vous dites que la démocratie n'aurait pas vu le jour en terre d'islam, donc donc vous posez sans doute une opposition. C'est le fruit, d'un processus occidental, très arrogant d'ailleurs, parce que ça s'appelle démocratie de marché, démocratie d'opinion. Oui. Et moi, je ne vois pas pourquoi un musulman devrait se réclamer des valeurs d'une autre civilisation. Chez les musulmans, il y a la Houma. La Houma, c'est un modèle civilisationnel qui a aussi, je crois, 1400 ans d'âge. Et la démocratie, c'est un modèle occidental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aujourd'hui comment cette démocratie est imposée par la force au peuple musulman opprimé au nom de valeurs que la démocratie trahit systématiquement, ce qu'on appelle par exemple le devoir d'ingérence qui justifie des bombardements sur des populations au nom de valeurs qui sont complètement inversées, n'est-ce pas ? Donc moi, ce que je fais, c'est d'abord une mise au point épistémologique, et après je montre les mensonges et les fausses pistes. Donc oui, la France a inventé la démocratie, elle est un des inventeurs de la démocratie. Aujourd'hui, les puissances occidentales se servent de ce mot vide pour imposer des dictatures de l'argent, voilà, notamment à l'espace musulman qu'elle essaye de soumettre. Troisièmement, je ne vois pas pourquoi un musulman fier de ses valeurs serait obligé de se servir de concepts pris chez les autres. Effectivement, la démocratie n'est pas un concept qui existe dans l'islam. Dans l'islam, il y a autre chose, il y a la Houma. Et moi, ce que je dis souvent aux musulmans, c'est un problème épistémologique. Et comment faire avec ces musulmans, dans ce cas en France, qui sont porteurs d'une autre civilisation et d'une autre idéologie politique ? C'est intéressant, justement, de comprendre quels sont les systèmes proposés dans le monde et comment, à un moment donné, justement, la vision de la Houma peut, à un moment donné, rejoindre une démocratie authentique telle que l'avait pensé Jean-Jacques Rousseau et s'opposer, par exemple, à une déviation et un mensonge démocratique qui est en fait ce qu'on appelle la dictature de l'argent, incarnée aujourd'hui totalement par la démocratie, par exemple, américaine. Voilà, moi, je fais monter le niveau. Excusez-moi, mais j'essaie d'amener de la finesse, de l'intelligence pour trouver des solutions. Alors, le piège de dire, vous contestez, vous dites que les régimes musulmans ne sont pas démocratiques, ils n'ont pas à l'être, parce que démocratie, ça fait partie de l'épistémologie occidentale, helléno-chrétienne. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on met dedans, comment ça a été progressivement perverti, et que finalement, peut-être, la Houma islamia est peut-être plus démocratique en ce moment que la pseudo-démocratie américaine. Ça, c'est intéressant comme sujet de discussion. Oui, mais Monsieur Soral, vous semblez oublier que la démocratie n'est pas qu'en France. Ce système de politique n'existe pas qu'en France. C'est un système européen. L'Amérique aussi se revendique de la démocratie. Oui. Et voilà, comment est-ce que vous croyez que maintenant des pays justement à qui on demande d'être démocratiques, comment peuvent-ils s'en sortir s'ils se disent ne pas être démocratiques ou aspirer à un autre système qui n'est pas démocratique? Par les bombes pour devenir une démocratie, vous pensez que M. Karzai incarne la démocratie en Afghanistan? Je sais que c'est pas la bonne méthode d'installer ce système, mais c'est un système mondial. Est-ce que vous croyez que maintenant il y a assez à mon avis, de personnes qui iraient dans votre schéma politique? Je crois pas. C'est pas un schéma politique, c'est un travail critique nécessaire. Je crois que
vouloir imposer à l'Afghanistan, qui est un pays qui fonctionne sur qui est une autre civilisation que la civilisation occidentale marchande, soi-disant démocratique, vouloir imposer à marche forcée un modèle étranger par des bombes, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'invite à faire un travail critique complet de ce que c'est que la pseudo-démocratie occidentale, ce qui ne veut pas dire de nier que c'est existé comme processus historique, mais de montrer qu'aujourd'hui c'est totalement trahi. C'est-à-dire qu'on est passé... oui, tout à fait, mais si on réussit pas à changer ce système, localement, pour y arriver aux bombes qui tombent sur l'Afghanistan, parce qu'elles tombent aussi pour d'autres raisons, pas que pour la démocratie. Alors localement, justement, c'est quoi qu'il faut faire pour changer? Voilà, mais il faut qu'on sorte du piège de cette injonction démocratique et des droits de l'homme qui en fait cache des buts inavoués qui n'ont rien à voir avec les droits réels des hommes réels. C'est ça mon travail critique, si vous avez bien lu mes livres. Voilà, c'est... Mais oui, la conception aussi des luttes des classes, elle est dépassée. Il y a la religion qui revient maintenant sur la scène politique. Il y a beaucoup de choses. Pardon ? Vous pensez que la religion abolit la lutte des classes ? Je ne sais pas, mais justement, c'est à vérifier. Oui, moi je pense qu'en banlieue, par exemple, la majorité des gens de banlieue qui sont, par exemple, de confession musulmane, sont aussi issus du prolétariat. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois musulmans, mais aussi ils font partie de la classe sociale exploitée. Et le fait qu'ils soient musulmans ne change pas leurs conditions d'existence objectives par rapport au monde de l'argent et au monde de l'entreprise, des salariés précaires, mal payés, mis en concurrence souvent avec l'immigration clandestine et l'immigration de peuples, choisis qu'on a mis pour empêcher qu'ils puissent accéder à un niveau de salaire respectable. Et je crois qu'à un moment donné, ces choses-là ne s'opposent pas. C'est de voir qu'aujourd'hui, le pouvoir a tendance à masquer derrière une religion, et une religion qu'elle montre du doigt et qu'elle accuse, qui s'appelle l'islam, souvent des problèmes sociaux qu'elle a intérêt à cacher. Mais ce genre de mélange entre religion et système politique, on va dire... Non, bien sûr, il y a des musulmans, mais il y a aussi des musulmans qui sont par ailleurs des gens au chômage à un taux de 40% et qui souffrent pas parce qu'ils sont musulmans, mais qui souffrent parce qu'ils sont chômeurs et qu'on montre du doigt comme musulmans pour ne pas accepter de voir leurs problèmes réels, qui sont les problèmes réels de chômeurs, vous voyez ? Tout à fait d'accord, mais ça c'est un problème de société. Ça, justement, par rapport à ces problèmes de société, ici, dans votre livre toujours abécédaire de la bêtise ambiante, dans le point délinquance, vous posez une bonne question qu'on se pose souvent nous aussi, c'est que la délinquance survient surtout chez les populations d'origine migrée, originaire. Et quand on dit d'origine immigrée, c'est évidemment, on pense directement à Algérie, Maghreb, et vous constatez que cette délinquance ne vient que chez eux, particulièrement chez eux, et ne vient pas par exemple des Asiatiques. Pourtant, oui, ils souffrent aussi du chômage. C'est que les Asiatiques qui sont issus d'un même problème de colonisation et de décolonisation que les Maghrébins et aussi violente, puisqu'il y a eu Dien Bien Phu, n'ont par contre jamais laissé gérer leurs affaires par les antiracistes professionnels, vous voyez, qui en France sont les Bernard-Henri Lévy, les Julien Drey, etc., et ne sont jamais tombés dans ce qu'on appelle le communautarisme victimaire, qui consiste à la fois à insulter la nation dont finalement on fait partie, puisque les Français originaires du Maghreb sont français, à les insulter et en même temps à prétendre qu'ils veulent vivre parmi eux fraternellement et aussi demander des réparations. Le communautarisme victimaire est une stratégie catastrophique et en plus ce n'est pas compatible aux valeurs de l'islam. L'islam n'est pas une religion de pleurnichage et de quémandage. Voilà. Et malheureusement, le gros problème qu'ont rencontré les populations d'origine maghrébine en France, c'est que leurs dossiers d'intégration à la France ont été pris en charge par des associations antiracistes qui ne les représentaient pas du tout. Car il faut le savoir en France que les gens qui parlent au nom des Français d'origine immigrée ne sont jamais choisis par ces gens-là, mais on leur impose des représentants qui ne les représentent pas ou très mal, n'est-ce pas ? Vous pensez à qui particulièrement ? Aujourd'hui, Malek Bouti ou le type de SOS Racisme, Sopo, voilà. Oui. Et le gros problème, effectivement, c'est que depuis 1960, depuis Mitterrand, on va dire, les Français d'origine immigrée sont manipulés systématiquement et finalement offerts à la crise comme bouc émissaire. Et je dis qu'il faut enfin qu'ils deviennent autonomes, enfin qu'ils élisent leurs propres représentants, enfin qu'ils arrêtent de laisser d'autres parler pour eux-mêmes. Et c'est parce que les Asiatiques et les Chinois et les Sino-Vietnamiens français interdisent à Bernard-Henri Lévy de parler de la colonisation indo-chinoise ou de parler en leur nom, qu'ils ont beaucoup moins de problèmes avec les Français de souche que les Français d'origine maghrébine. C'est ça mon analyse jusqu'au bout, et je pense que les gens qui m'écoutent et qui vivent en France et qui sont d'origine maghrébine et qui connaissent l'histoire de l'antiracisme français, que Dieudonné a dénoncé magistralement depuis quelques années, comprennent exactement de quoi je veux parler. Très bien.
Oui, non, moi je comprends pas si vous dites que ces populations sont contrôlées et d'un autre côté vous leur demandez de se prendre en charge, de prendre leur avenir en main. Il faut des moyens aussi pour se prendre en charge. Ça vient pas tout seul. Ça se prend, ça ne se donne pas. Tant que les populations originaires du Maghreb quémanderont auprès du pouvoir, et qu'elles demanderont notamment qu'on finance leurs imams, vous voyez, etc., eh ben, elles seront dépendantes, parce que le pouvoir, ça se prend, et ça se prend par la solidarité, l'intelligence et un discours efficace. Donc, justement, jusqu'à présent, en réalité, on va le dire clairement, les populations d'origine immigrée française, sans qu'on leur demande leur avis, ont été pris en charge, notamment par le Parti socialiste, qui a mis en place un réseau de faux représentants qui, en réalité, leur faisait beaucoup de tort. Car en réalité, on se rend compte aujourd'hui que SOS Racisme n'était pas un mouvement qui luttait contre le racisme, mais un mouvement qui devait sauver à tout prix le racisme et la lecture raciste des choses pour qu'on ne comprenne rien à la violence économique qui s'opérait en France, notamment depuis 1983, c'est-à-dire le virage de la rigueur. Voilà. Est-ce que le Front National n'a pas essayé d'avoir cet électorat? Vous dites que le PS a réussi de les avoir. Pourquoi le Front National n'a pas réussi, puisqu'il a un discours aussi cohérent que vous le présentez? Cette question n'a pas beaucoup de sens. Mais vous me dites qu'ils se font manipuler par le Parti socialiste. Pourquoi le Front National n'a pas réussi? Mais le Front National n'a pas essayé. Le Front National a construit son identité sur la peur de l'immigration, qui était en partie légitime, et sur la dépossession des Français de leur identité, de leur identité culturelle. Mais à un certain moment, on voyait des personnes issues de l'immigration qui figuraient aussi au Front National. Oui, vous savez très bien que c'est marginal. Or, le Parti socialiste a fait un travail de terrain, notamment en banlieue, depuis 30 ans, à travers des associations subventionnées par l'État, SOS Racisme, Ni pute ni soumise, qui n'a rien à voir avec le fait que le Front National, l'aile gauche du Front National, tende la main aux Français d'origine immigrée sur une réconciliation patriote. Ça, au Front National, c'est assez marginal, et d'ailleurs c'est assez courageux. Ça n'a rien à voir avec le maillage qu'a opéré le Parti socialiste en banlieue française avec l'argent de l'État français. Il faut savoir que toutes ces associations sont subventionnées par l'État, alors que, au cas où vous ne l'auriez pas compris, le Front National est en France un mouvement d'opposition marginalisé et diabolisé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte en France qu'il y a deux catégories de gens diabolisés, les musulmans et les électeurs du Front National. Enfin, on verra ça après. Maintenant, on va juste aborder, avant la publicité, la question de l'identité nationale, chose qui a fait énormément de bruit en France, qui va peut-être sans doute dépeindre ici en Belgique. Alors justement, on a parlé de cette question de la burqa. Alors, dans votre livre, toujours, il y a des anecdotes assez intéressantes, mais bon, l'anecdote cache finalement le sujet. C'est que pour vous, la femme en burqa n'est pas est enviable devant finalement les femmes qui se promènent nues dans la rue. Oui, enfin déjà, premièrement, je n'ai jamais parlé de la burqa, j'ai parlé du voile, et du voile qui couvre les cheveux. La burqa, ça n'existe pas, c'est très marginal, et c'est pas spécialement musulman, je crois que c'est pachtoun, voilà. Donc, et en plus, vous faites référence à un livre que j'ai écrit, qui est publié en 2002. Ce qui est dommage, c'est que vous ne fassiez pas référence au travail que je fais, qui est plus récent, parce qu'entre 2002 et 2010, comme mon ami Albert Ali, qui lui aussi fait le même travail que moi, mais du côté musulman, nos visions ont évolué en fonction de la radicalisation de la situation politique. Aujourd'hui, je dis clairement que le débat sur l'identité nationale n'a eu pour but que de montrer les musulmans du doigt, car une élite française capitaliste qui est face à une crise très grave qui est plutôt due à Wall Street et à l'Union européenne essaye, pour continuer à dominer économiquement et ne rien lâcher sur le terrain social et économique, de désigner comme bouc émissaire les musulmans. Et malheureusement, ce que je dis, c'est que les musulmans commettent parfois des erreurs parce qu'on les provoque et on les pousse à se radicaliser, et parfois, malheureusement, ils le font. Mais ça, c'est votre interprétation, mais... Alors qu'il y a 300 burqas en France... Oui. C'est pour humilier les musulmans et pour leur pousser à porter la burqa, alors qu'ils ne la portent pas. Et je dis, soyons intelligents dans l'analyse et évitons les pièges, parce qu'effectivement, quand un piège est tendu, il faut y échapper. Donc moi je dis, la burqa est un faux problème, mais il ne faudrait pas que ça en devienne un. Et je pense que la réponse intelligente des musulmans, c'est de dire, nous sommes aussi contre la burqa, qui est quelque chose de marginal. Notre problème n'est pas là. Voilà. Et pourquoi être contre? Pourquoi les musulmans devraient se prononcer contre C'est d'essayer de démonter le piège du conflit de civilisation, dont le but est de montrer le musulman comme bouc émissaire, pour en fait ne pas montrer les vrais responsables de la crise, qui est essentiellement... Oui, mais si cela fait partie de leur pratique et de leur foi, par exemple par rapport aux femmes qui veulent porter ce genre d'habit.
Ils peuvent très bien. Combien il y a de femmes qui veulent porter la burqa en France? J'en sais rien, la question n'est un millier, pas là. On a recensé même s'il y en avait que 2, il faudrait peut-être respecter leur volonté. Ben, si, pour respecter la volonté de 300 femmes qui sont parfois en partie instrumentalisées, ça crée des tensions violentes entre les populations de souche et les populations musulmanes. Si c'est ça votre travail, il faut en assumer les responsabilités. Si les cadres ou les animateurs, je ne sais pas financés par qui et je ne sais pas représentant qui, sont là pour jeter de l'huile sur le feu en tombant dans toutes les provocations, à ce moment-là, ça s'appelle une instrumentalisation, et ce n'est pas du tout la même chose qu'une représentation intelligente et légitime d'une communauté. Voilà. Donc moi... Ah oui, mais si on part dans le schéma de l'instrumentalisation, tout le monde peut être instrumentalisé, Monsieur Soral. Oui, tout le monde peut être instrumentalisé, oui. En ce moment, on a par exemple là, en France un imam de la mosquée de Drancy qui effectivement pousse les hauts cris en disant qu'il est menacé par les musulmans, etc., qui est allé au dîner du CRIF et qui tient des propos qui ne vont pas dans le sens de la réconciliation. Voilà. Alors, pourtant, dans son intention, il veut réconcilier les musulmans avec les juifs, me semble-t-il, avec la communauté juive. Ils sont 1% de la population française, il n'y a aucun problème avec eux. Je ne pense pas que le problème en France soit de réconcilier les musulmans avec les juifs. C'est que les Français de souche voient les musulmans autrement que comme les médias les montrent et Hollywood. Ok, on va continuer juste après la publicité. Chers auditeurs, sur Radio Almanar 106.8 à Bruxelles, à votre émission Regard critique avec Alain Soral. Alors Alain Soral, nous parlions juste avant à la publicité d'un possible problème en France, un problème communautaire entre musulmans et juifs, et que finalement l'imam de Drancy n'a fait qu'apaiser, s'est mis dans la voie de la réconciliation entre ces deux communautés. Est-ce que vous partagez cette vision? Absolument pas, c'est une vision qui frise l'escroquerie. Ah. Voilà. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est qu'on nous parle de problèmes entre musulmans et juifs. À mon avis, il y a une question effectivement qui touche à la sensibilité de chacun sur la question palestinienne et qui est centrale, effectivement. Mais ça n'a rien à voir avec je dirais, le problème, des communautés en France. Les juifs sont 1% de la population française, et c'est pas avec les juifs que les musulmans ont des tensions. C'est avec les Français de souche, à qui les médias et le pouvoir a dit que les musulmans étaient des envahisseurs, qui avaient un projet de soumission et de dimitude pour les Français. Alors effectivement, ce qui est étrange, c'est que les gens comme Bernard-Henri Lévy ont un peu tendance à propager ce discours de type néoconservateur et à systématiquement montrer les musulmans du doigt, et il se trouve que ces gens effectivement appartiennent souvent à la communauté juive. Mais quant à savoir ce que les juifs en pensent au niveau de la rue, on n'en sait rien. Donc moi ce que je pense, c'est que les musulmans aujourd'hui ont un problème de compréhension réciproque avec la population française qui majoritairement est non juive, puisque les juifs sont à peine 1% de la population. Donc penser que les musulmans doivent se réconcilier avec les juifs, ça c'est le problème de l'imam de Drancy, mais c'est totalement marginal. C'est comme le dîner du CRIF, c'est un dîner communautaire qui représente 1/6 des juifs qui sont déjà que 1%. C'est un problème effectivement politique, parce que ce dîner surmédiatisé est étrange, mais la question n'est pas du tout là. La question, c'est la réconciliation des Français d'origine immigrée et de religion musulmane avec les Français de souche dans les quartiers où ils sont, côte à côte, qui sont souvent les quartiers populaires. Hein. C'est pas dans le 16e arrondissement de Paris ou dans la Guadeloupe. Parce que étant donné qu'il y a beaucoup de chômage dans ces quartiers-là, aujourd'hui, des petits manipulateurs essayent de faire monter des tensions ethnico-religieuses pour empêcher les solidarités sociales. Voilà. Et c'est contre ça que nous devons lutter par un travail de compréhension mutuelle qui demande un travail d'intelligence de tous côtés. Voilà. Alors, il y a un auditeur de votre mouvement, justement. Vous avez des ramifications jusqu'en Belgique, le mouvement Égalité et Réconciliation. Bonjour. Oui, bonjour. Attendez, je vais éteindre ceci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, éteignez votre radio si vous le voulez bien. Oui, voilà, je l'ai éteint. C'est Travis, je suis sympathisant. Donc, Égalité et Réconciliation ici sur Bruxelles. Salut à toi, camarade. Salut camarades. Donc je voulais juste intervenir et inviter aussi les gens peut-être à lire les ouvrages d'Alain Soral, mais aussi d'aller regarder les vidéos concernant les Maghrébins, en tout cas les Belges issus d'immigration marocaine en Belgique. Il y a le Parti socialiste qui les a récupérés, mais il y a aussi une ingérence de la part du pays d'origine, donc du Maroc par exemple, qui contrôle à distance ces populations-là avec la complicité de l'État. Donc ça, il faut également le souligner. Alors, pour la Belgique,
beaucoup plus compliqué parce qu'il y a aussi les Flamands et les Wallons, donc il y a une réconciliation, beaucoup plus, qui demande beaucoup plus d'efforts parce qu'il y a les Flamands et les Wallons, et puis à l'intérieur vous avez donc les gens issus de l'immigration. Oui, alors si vous pouvez juste aller directement à votre question. Oui, voilà, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour apporter encore d'autres éléments. Je voudrais juste, par rapport à la personne qui s'est fâchée tout à l'heure et qui a traité Alain Soral de salopard, de bien comprendre que on incite les citoyens belges d'origine marocaine, on leur fait croire qu'ils ne sont pas belges, mais qu'ils sont uniquement marocains, et qu'il y a aussi un travail qui est fait de la part de certains animateurs, de la part des enseignants et de la part du milieu associatif pour convaincre les Belges d'origine marocaine qu'ils ne sont pas belges et qu'ils sont marocains. On les fait croire aussi qu'ils sont musulmans au-delà d'être belges. Hein. Ça, c'est aussi la nouvelle version aujourd'hui qu'on a. Ils doivent être belges d'obédience musulmane, comme on peut être belge et catholique ou juif ou que sais-je. Mais oui, évidemment, mais vous allez aussi savoir qu'il y a un un mouvement qui commence à naître et qui est fier d'affirmer son islamité. Ça, c'est une dimension contemporaine, je dirais. Mais l'islamité n'est pas incompatible avec la citoyenneté européenne, belge. Je veux dire, on peut être belge et musulman, quoi. Je veux dire, très bien. Il y a juste ce détail, et c'est un travail d'éducation qu'il faut faire auprès des jeunes. Et malheureusement, il y a beaucoup d'éducateurs dans certaines communes ici à Bruxelles. Bien, on vous remercie. Certains bourgmestres qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui nous font passer constamment pour des gens de l'Orient avec les tapis volants et les oreilles couscous. Donc on doit mettre un terme à ça et convaincre, faire comprendre qu'ils sont belges. Voilà. Merci beaucoup. Je salue à nouveau Alain Soral et j'invite tout le monde à lire ses ouvrages parce que. Et aussi d'ailleurs, j'en profite pour dire d'aller sur le site égalitéréconciliation.fr où il y a tous les textes, toutes les vidéos, tout le travail que nous faisons, moi et mon association au quotidien. Parce que là, on fait toujours référence à un livre qui a plus de 8 ans d'âge, mais nous avons depuis avancé, travaillé. Nous avons, par exemple, dans notre association Égalité Réconciliation, plus de 30% d'adhérents qui sont de confession musulmane, tout en étant des patriotes français, parce que nous sommes sur la question française. Très bien, justement, alors par rapport à ces patriotes musulmans, parce qu'on en parlait là tout de suite, où on renvoie finalement l'arabe à son arabité ou à sa marocanité, vous devez savoir, Monsieur Soral, qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui affirment une certaine islamité. Je vous parle pas évidemment de certaines personnes... par exemple. Pardon ? En quoi ça s'oppose au fait d'être français? Justement, par rapport au concept de Oumma, des gens qui partagent une vision politique internationaliste. Oui, il y a les chrétiens aussi. Le monde chrétien, c'est des gens qui partagent des valeurs, et puis ils peuvent être par ailleurs allemands ou français, et ils se sont fait 2 guerres mondiales où ils se sont exterminés à plusieurs millions. Et il y a dans le monde de la sensibilité, je dirais musulmane, de la Oumma. Vous avez qu'à voir le dernier match Algérie-Égypte. Ils se sont tapés sur la gueule. C'est-à-dire que, effectivement, la Oumma est une Oumma spirituelle. Mais là, vous les prenez toujours sous leur volet national. Moi, je vous parle plutôt du volet spirituel qui fait que l'Algérien et le Tunisien s'entendent. C'est dangereux. Parce que sur le plan politique, il n'y a pas plus opposé entre eux que les nations musulmanes. Et surtout, quand je prends, par exemple, les régimes maghrébins dont souvent vous vous réclamez, je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas moins démocratique que les régimes du Maghreb, et que là où les musulmans sont le plus persécutés parce que musulmans, c'est dans les pseudo-démocraties du Maghreb. C'est là où il y en a le plus en prison et qui sont le plus persécutés. Je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90. Mais prenons par exemple la France et la Belgique, par exemple, où on a par exemple des travaux sociologiques par rapport à la démographie à Bruxelles. On annonce que dans 20 à 25 ans, la population bruxelloise sera majoritairement maghrébine, donc on peut extrapoler musulmane. Et par rapport à la France, il y a aussi des constats que l'on pourrait qualifier d'alarmants par certains. Mais ça, je pense qu'Emmanuel Todd y a répondu très intelligemment déjà. Pour que ça se soit vrai, bon déjà c'est pour faire peur aux gens, il y a une réalité derrière, mais c'est quand même toujours une version qui pourrait inquiéter les Français de souche ou les Européens de souche. Pour que ce que vous dites soit vrai, il faudrait déjà que les Français continuent, ou les Belges, à ne pas faire d'enfants, parce qu'on les empêche de faire des enfants par des tas de lois qui les empêchent de faire plusieurs enfants. Et il faudrait aussi que les Maghrébins récemment arrivés maintiennent leur taux de fécondité, qui était le taux de fécondité qu'ils avaient en tant que gens du Maghreb. Or, on sait très bien, ce sont des lois sociologiques, que quand on s'européanise, le taux de fécondité tombe finalement au niveau européen. On le voit notamment avec les Turcs en Allemagne, que c'est une question de temps, et que finalement les Maghrébins qui s'installent et qui réussissent leur vie en France ou en Belgique finissent par faire 2 enfants comme les Français. Et
Et voilà, donc je pense que ces statistiques sont stupides parce qu'elles maintiennent des constantes sans tenir compte des évolutions sociologiques. Or, on sait très bien qu'une famille maghrébine qui s'installe, qui vient des montagnes de l'Atlas pour s'installer en banlieue parisienne, au bout de 2 ou 3 générations, ne fait pas 7 à 8 enfants, mais n'en fait plus que 2. Hein. Donc ces statistiques sont virtuellement fausses. Et puis par ailleurs, la dénatalité européenne qui est liée à une influence politique aujourd'hui où on empêche par tous les moyens aux femmes européennes de faire des enfants et de les élever, peut très bien évoluer avec des changements politiques. Hein. Si les choses évoluent favorablement, tout ça devrait s'harmoniser progressivement. Mais il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça s'harmonise, et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça s'harmonise parce qu'ils veulent montrer les musulmans comme bouc émissaire et faire peur aux Européens et créer une espèce de violence contre eux. Et il y a parmi les musulmans, je vais le dire, des imbéciles qui relaient le même discours, soit par naïveté, soit par bêtise, soit parce qu'ils sont financés, pour dire en gros notre vocation c'est d'envahir l'Europe et de l'islamiser de force et de l'envahir démographiquement. Et quand on dit ça, eh ben on met en danger ses propres populations, on fait peur aux Européens et on valide la thèse du conflit de civilisation. Mais voilà. Est-ce que M. Soral, le pluralisme européen et démocratique ne veut pas qu'on écoute tout ce beau monde en même temps? Est-ce qu'il n'y a pas, comme existe le Front National en France, qui tient des thèses complètement, comme vous dites, minoritaires, mais qui existent en tant que parti politique? Ici en Belgique, on a le Vlaams Belang qui tient aussi un discours qui est, on va dire, à contresens. Mais pourquoi toujours exclure certains discours quand il s'agit de personnes? Certains discours, monsieur, votre discours de pluralisme démocratique, qui est de la langue de bois intégrale, est le discours majoritaire du pouvoir et de tous les médias. Le marginal, l'opposant, le dissident, c'est moi. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Je tiens un discours d'opposition et de critique face à un discours dominant dont vous venez d'employer 2 mots caractéristiques, c'est pluralisme démocratique, que je ne retrouve pas dans les valeurs de l'islam, et qui en général sont des mots creux et des mots valises qui sont plutôt... Mais non, vous faites référence à l'islam, Monsieur Soral, mais vous n'avez aucune compétence pour faire référence à des principes de l'islam. À mon avis, vous n'êtes pas islamologue. Et moi, je vous parle d'autre chose, c'est que, comme vous dites, on exclut certains qui sont imbéciles pour d'autres qui sont plus intelligents. Vous, à mon avis, vous faites quelque chose qui ne se fait pas. Non, mais moi je sais très bien reconnaître un certain type de discours, quand des gens veulent aller vers la réconciliation, ils posent des questions de manière à aller vers la réconciliation. Quand toutes leurs questions sont posées de manière à maintenir des tensions et à les aggraver, je ne suis pas né de la dernière pluie, je comprends ce qui est en train de se jouer. Donc moi je m'adresse à vos auditeurs, j'essaie de me faire comprendre, je leur dis lisez mes livres. Bah oui, nous aussi on s'adresse à nos auditeurs qui ne sont pas aussi nés de la dernière pluie, et nous aussi on n'est pas nés de la dernière pluie, vous savez. Hein. Très bien, oui. Alors Monsieur Soral, puisque mes livres sont publiés, ils existent, allez sur le site égalitéréconciliation.fr, comprenez le travail que j'essaye de faire avec d'autres gens. Très bien. Monsieur Soral, et jugez par vous-même, voilà. Il y a un point justement qui fait polémique. C'est les Twin Towers dans votre livre toujours. Vous étiez assez heureux à la vue des 2 tours du World Trade Center complètement détruites. Pour vous ne considérez que ce n'est que justice, et vous considérez même que Ben Laden avait une certaine grandeur d'âme pour délaisser sa vie de riche et pour ainsi combattre l'oppression. Alors, et vous souhaitez en plus de ça que la prochaine frappe, si elle a lieu, sera encore plus juste et plus forte. Est-ce que c'est ce que vous conseillez aux musulmans de France et aux musulmans en général, de faire preuve de cette grandeur d'âme? Alors déjà, je vais le répéter, c'est un texte de 2002, aujourd'hui nous sommes en 2010. J'ai écrit depuis, je crois, 4 ou 5 livres qui continuent ma réflexion. Je remarque que vous n'y faites pas référence. C'est un texte, souvent d'ailleurs provocateur et ironique, qui répondait à d'autres textes à l'époque. On sait depuis que Ben Laden probablement n'existe pas vraiment et qu'Al-Qaïda n'est pas du tout ce qu'on nous dit. Il y a aujourd'hui de gros soupçons pour penser que le 11 septembre, ça fait débat de plus en plus violemment, y compris en Amérique, n'est pas tout à fait ce qu'on nous en avait dit. Je suis moi-même un relais de toutes les thèses critiques sur la version officielle du 11 septembre. Il suffit d'aller sur mon site. Donc je suis étonné, moi, que des journalistes qui sont censés avoir fait leur travail ne sachent pas mieux qui je suis et ce que je fais, parce que je fais partie des gens, notamment qui collaborent avec Thierry Messant, qui aident évidemment, on vous a vu à la critique de la thèse officielle du 11 septembre, et nous pensons, nous, que les musulmans n'y sont pour rien. Voilà. Donc, ce texte de 2002 était un texte un peu provocateur et ironique. La question que j'ai citée ne se situe pas dans le sens que c'était les musulmans ou pas qui l'ont fait. Hein, parce c'est important quand même comme question. Oui. Non, mais je vous dis uniquement, vous étiez content à la vue de ces 2 tours détruites. J'estimais, moi, que compte tenu de la violence que faisait subir l'Empire américain
au reste du monde et notamment ce qu'ils avaient fait subir notamment aux Irakiens, que c'était ce qu'on appelait un retour de bâton et qu'ils comprenaient ce que c'était finalement que de se faire raser sa capitale à coups de bombe. Donc pour vous, ce n'est que justice finalement, c'est ça? Émotionnelle. Oui. Et je disais finalement peut-être que, et d'ailleurs le texte ne disait pas ça, il disait peut-être que les Américains vont enfin comprendre de ce que c'est que de subir une violence aveugle et que les réactions que ça peut générer de souffrance et de colère. C'était ça le texte. Mais c'était un texte que j'ai écrit est-ce que vous continuez à soutenir que c'est une forme de justice, cette frappe le 11 septembre? On dit que ça ressemble quelque part à de la justice immanente, oui, bien sûr, oui, parce que je vous ferai remarquer que le 11 septembre a tué 2500 personnes et que la guerre d'Irak, de pacification de l'Irak, a tué 1 million d'Irakiens. Et moi je dis que l'obscénité, c'est de comparer 2500 morts américains à 1 million de morts irakiens, sans doute parce qu'un arabe vaut moins cher qu'un américain. Mais vous savez que si ça tombe dans l'oreille d'une personne, n'importe qui, par exemple un musulman de France, quelqu'un qui travaille avec vous par exemple, et qui est épris par ce sentiment de justice là, et qui le fait, il pourrait le faire, vous voyez, en vous écoutant. Non, en vous écoutant. Vous le condamnerez? Non, en vous écoutant, puisque c'est vous qui avez choisi de ne choisir que des extraits à charge dans un livre qui date d'il y a bientôt. Non, le travail que je fais de réconciliation. Donc je comprends de mieux en mieux le piège dans lequel je suis tombé. Je me défends du mieux que je peux. Ce n'est pas un piège. L'association s'appelle Égalité et Réconciliation, et je pense que tout ce que je vous ai dit depuis le début de mes interventions va dans ce sens. Donc voilà, donc je suis étonné. Mais vous avez beaucoup de positions, vous. Oui. Voilà, je pense que je ne fais pas partie, moi, des sympathisants salafistes. Je ne suis pas un wahhabite. Je suis quelqu'un qui travaille avec des citoyens français de confession musulmane, et déjà qui ont compris qu'ils étaient des Français à part entière, qu'ils étaient nés sur le sol de France et qui mourraient sans doute sur le sol de France, et qu'ils n'avaient pas à se référer en permanence à des États étrangers qui finalement les manipulent comme cinquième colonne dans des combats obscurs, notamment, Maroc, Algérie. Mais je crois que ces États, s'ils manipulaient, ils ont appris la manipulation. Eh bien, nous allons reprendre juste après le sujet. On va finir avec le sionisme pour la dernière partie de notre émission. À tout de suite, chers auditeurs, avec Alain Soral. De retour pour la dernière partie de notre émission Regard critique avec Alain Soral. Alors, last but not least, comme on dit en anglais, le sionisme. Alors, vous étiez engagé sur la liste antisioniste en Île-de-France. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que pour sauver la France de ses problèmes économiques, sociaux, culturels et autres, s'engager dans une liste combattant le sionisme particulièrement est pertinent, justement par rapport à ce combat politique? Déjà, vous pouvez aller sur le site égalité-réconciliation.fr et regarder toutes les vidéos où j'explique pourquoi j'ai rallié cette liste qui avait été montée par Dieudonné. Et qu'est-ce que nous entendions par combat antisioniste en France et en Europe? Nous, en fait, nous combattons la toute-puissance du lobby pro-sioniste en France, qui effectivement instrumentalise la politique française au service d'un État étranger qui mène une politique raciste et d'apartheid. Voilà. Donc c'est très pertinent parce que notamment en France, on s'en rend compte peut-être encore plus qu'en Belgique, tout le débat français est piégé par la question sioniste et toutes les diabolisations fonctionnent sur ce sujet-là. L'affaire Dieudonné est exemplaire. Voilà. Et notamment aujourd'hui, il est de l'intérêt des sionistes et donc du lobby sioniste français de montrer systématiquement les Arabes comme des terroristes, de nous montrer une version toujours diabolisée et délirante de la résistance du Hamas ou du Hezbollah, et ça a une grosse conséquence sur la vision des Français à travers les médias, sur une certaine colère des populations musulmanes en France, notamment des banlieues et socialement pauvres, qui se sentent finalement un peu comme des Palestiniens. Et donc c'est une question qui est symboliquement et politiquement très importante, et simplement qu'il faut résoudre en disant ne laissons plus finalement le sionisme nous piéger. Or aujourd'hui, en réalité, on a bien remarqué que le sionisme, Monsieur Soral, est porté par des personnes. Quelles sont-elles? Où elles se trouvent? À quel niveau de pouvoir? Le lobby sioniste en France? Oui, enfin les sionistes. Quelque chose qui s'appelle le dîner du CRIF? Oui. Oui, bon ben voilà, vous voyez une association communautaire, même pas religieuse, d'ailleurs laïque, qui représente officiellement un juif sur 6, qui convoque l'ensemble des représentants de la République française, avec le Premier ministre François Fillon qui se prosterne devant une communauté qui en plus exige, se revendique de la défense des intérêts d'Israël inconditionnels. Voilà, donc nous avons un problème en France qui est cette toute-puissance du CRIF,
voilà, qui prétend pratiquement aujourd'hui représenter la République, alors que c'est une organisation communautaire qui est profondément anti-républicaine, et ça nous donne en gros la gravité du problème. C'est d'ailleurs un problème qui commence à inquiéter certains juifs patriotes français intelligents comme Éric Zemmour, qui commencent à dire à Bernard-Henri Lévy, arrêtez d'instrumentaliser la communauté juive dans vos combats sionistes, arrêtez d'instrumentaliser la communauté juive dans votre importation du conflit de civilisation en France et de diabolisation des musulmans, parce qu'effectivement ça crée des tensions, dont en dernière instance les juifs seront les victimes. Donc aujourd'hui il y a un front du refus de cette stratégie du conflit de civilisation, y compris partagé par les citoyens français de confession d'origine juive, qui comprennent très bien le danger de ce jeu de la tension. Voilà. Donc nous avons fait cette liste antisioniste pour dire il faut que les sionistes arrêtent en France de manipuler et de monter tout le monde contre tout le monde pour les intérêts d'un pays étranger qui pratique une politique d'apartheid. Voilà. Ce discours, il est clair, il est innégociable, c'est une question de morale, surtout après ce qui s'est passé à Gaza pendant l'opération Plomb durci, vous voyez, et il faut que nous en sortions tous par le haut, voilà, et c'est ce que je fais une fois de plus en essayant d'expliquer comment et pourquoi, et ce combat est partagé par beaucoup de Français de confession et de religion juive, il faut bien le savoir, hein. Oui, mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait la différence pour ne pas impliquer toute la communauté juive dans ce combat, Monsieur Soral, tout en sachant que la communauté juive, elle est assez représentée? Il y avait un rabbin antisioniste avec nous, voilà. C'est quand même un symbole assez fort, hein. Ouais. Si vous le dites, mais selon je dirais pas des statistiques, mais selon une carte, on va dire européenne, la France est représentée comme le pays où il y a la plus grande concentration de juifs. Alors, si on va 1% de la population française, hein. Oui, de la population française, mais par rapport aux autres États européens, c'est là où il y a la plus grande concentration. Et alors, justement, l'État doit manier cela comme il manie la présence des musulmans, comme il manie la présence d'autres religions sur son sol. Non? Oui, l'État, oui, il faudrait d'abord savoir... Quand vous me dites, par exemple, au dîner du CRIF, il y a des représentants ça veut dire M. Fillon, Premier ministre ou quoi, qui est présent, s'il est convié, à votre avis, il doit refuser l'invitation? Comment? S'il est convié, est-ce qu'il doit refuser l'invitation? Il est absolument pas normal qu'il soit convié pour prononcer un discours de soumission et d'allégeance totale à une communauté et un État étranger. Il suffit d'écouter son discours pour le comprendre. Moi, j'en appelle de toute façon à l'honnêteté, au bon sens de vos auditeurs, et je suis d'ailleurs étonné que vous, qui êtes censé représenter, je crois, les musulmans et les gens issus du Maghreb, ayez tant à cœur de défendre une communauté qui n'a absolument pas besoin de vous pour se défendre. Mais je représente personne, monsieur, je représente que ma propre... La question, de toute façon, ne réside pas là. Le but, c'était de discuter avec vous, monsieur Soral. Le message est passé. Oui, Évidemment, les auditeurs ont aussi leur regard critique par rapport à tout cela. J'ai beaucoup confiance dans les jeunes générations. Tout à fait. Pas les anciennes, effectivement, qui sont nées en Belgique ou en France, qui se considèrent à part entière comme citoyens belges et français et qui veulent réussir leur vie. Vous savez, monsieur, dans la communauté maghrébine musulmane, il y a des courants contradictoires. Il n'y a pas une pensée unique. Oui, mais il y a surtout des gens qui dépendent de puissances étrangères et qui aussi. Monsieur Soral a l'air de faire une catégorisation. Alors, il prend les catégories qui l'intéressent et il rejette les autres. Et moi, j'aime pas ce genre de discours. De toute façon, là n'est pas la question. En tout cas... Bien sûr, c'est la question. Quand on voit le jeu que joue, par exemple, le gouvernement égyptien dans l'encerclement de Gaza, effectivement, il faut toujours se méfier quand on a un interlocuteur musulman de savoir s'il parle en tant que belge musulman ou égyptien musulman proche du pouvoir égyptien. C'est très important de comprendre ce genre de choses. C'est très complexe et très subtil. Et on peut dire la même chose pour le Maroc, pour la Tunisie. Et on peut dire la même chose à votre rencontre. Quand on écoute quelqu'un, un ancien du Front National, on peut se dire aussi, est-ce que c'est une politique du low cost? On envoie quelqu'un tout en sachant que, bon, il a des idées peut-être aussi. C'est pas un pays étranger, le Front National, monsieur, déjà? Oui, je sais, mais oui, c'est la même chose. Et c'est un parti relativement de résistance, voilà. Et de résistance aux mêmes forces aujourd'hui qui persécutent les musulmans, au cas où vous ne l'auriez pas compris. La diabolisation de Le Pen est faite par les mêmes que ceux qui diabolisent les musulmans aujourd'hui. Hein. Alain Soral, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. C'est mon devoir. C'est difficile, mais c'est mon devoir et je m'adresse toujours aux auditeurs, moi. Et je dis, allez voir aux sources, à la vérité, c'est-à-dire ce que j'écris, parce que ce que j'écris, voilà, je l'écris, je le publie. Donc lisez mes livres ou regardez-les, allez sur le site égalitéréconciliation.fr, faites-vous un avis par vous-même et évitez les intermédiaires que vous n'avez pas mandatés vous-même. Voilà. Très bien. Eh bien, on rappelle
les quelques ouvrages que vous avez écrits, pas tous, Sociologie du dragueur, Jusqu'où va-t-on descendre, abécédaire de la bêtise ambiante qui m'a accompagné tout au long de l'émission, Misère du désir, Chute, éloge de la disgrâce, pour ne citer que, évidemment. Le prochain à venir qui sort en octobre, qui s'appelle Comprendre l'Empire, vous voyez. Ah, bien. Voilà, et qui est sur toute cette... effectivement, ce qui se passe en ce moment, là, au niveau global, au niveau mondial, qui est la marche forcée vers le nouvel ordre mondial, notamment en ce moment sur la diabolisation des musulmans qu'on essaye de soumettre, comme on a soumis à un moment donné l'espace chrétien à la loi totale de la marchandise et du capital. Voilà. En vous remerciant, Monsieur Alain Soral. Merci, Monsieur Soral. De m'avoir donné la parole.